Attention, dans cet épisode, nous allons aborder des sujets sensibles qui pourraient heurter la sensibilité de certains auditeurs. Les portes en métal coulissent comme à leur habitude. Lourdes, froides, implacables. C'est chaque jour la même chorégraphie dans le pénitencier de Lancaster, 80 km à l'ouest de Boston. Comme dans toutes les prisons du pays, une sonnerie sèche comme les murs retentit à 11h45. Les prisonniers se dirigent vers la cantine, où ils auront très exactement 60 minutes pour déjeuner, entre midi et 13h. Ils retourneront ensuite en cellule jusqu'à 17h30, horaire de la promenade du soir. Le trafic a lui aussi ses habitudes. Cannabis, hashish et petites flasques d'alcool se passent discrètement de main en manche de veste ou se dissimulent au fond des pantalons. En général, lorsque les gardiens s'en aperçoivent, ils laissent faire. Ce ne sera jamais prouvé, mais ce jour-là, le 23 août 2003, il est possible que les gardiens de la prison aient laissé faire bien plus que l'habituel trafic de stupéfiants. Il se pourrait bien qu'ils aient laissé commettre un meurtre. C'est l'heure du dîner. Le cardinal Lowe s'est déjà assis, fin prêt, seul dans la somptueuse salle à manger de sa résidence de fonction près de Sainte-Marie-Majeure de Rome. Dans une minute, comme tous les soirs à 19h, sœur Marie-Alix lui portera son souper. Une purée légère de potirons, brûlante comme il les aime. À la radio, 3 hommes se disputent sur des soupçons de trucage dans le championnat italien, et c'est à peu près tout. Bernard Lowe a maintenant 73 ans. En décembre 2002, soit 1 an après les révélations sur les scandales de pédophilie dans son diocèse, il a démissionné. Non sans avoir resté de tenter pendant de longs mois, affirmant sa volonté d'aider à restaurer l'église de Boston. Dans le même temps, le diocèse perdait des sommes considérables, ses fidèles dévastés cessant de donner pendant les quêtes. Sous la pression de l'opinion publique et du Vatican, Lowe finit donc par quitter Boston. Pour autant, son activité dans l'Église catholique ne s'est pas arrêtée là. Le pape Jean-Paul II le nomme aussitôt archiprêtre de l'une des cathédrales les plus prestigieuses de Rome. Cette nomination, vivement critiquée, peut aussi être interprétée comme un moyen d'isoler le cardinal. Faveur ou sanction, on peut néanmoins dire, sans prendre de risque, que si sa nouvelle résidence est une prison, c'est une prison dorée. D'un point de vue matériel, le cardinal Lowe a bien plus qu'il n'en faut. Dans une interview, Michel Garabédian, l'un des avocats historiques des victimes de prêtres de Boston, regrettera d'ailleurs amèrement le traitement dont Lowe a fait l'objet. Bien sûr que je trouve cela injuste. Il a couvert des abus, il devrait être en prison. Le rappel des titres du soir à la radio sort soudain le cardinal de ses pensées. Il vient entendre un nom. Geoghegan. Lowe cherche à monter le son. Sa cuillère tombe au sol. Le présentateur annonce qu'à l'âge de 68 ans, dans la prison du Massachusetts où il purgeait sa peine pour viol, le prêtre John Geoghegan a été retrouvé mort. Ou plutôt, assassiné. Bonjour, je suis Andrea Brusque, bienvenue dans Les Fabuleux Destins. Cet épisode est le 4e que nous consacrons à l'affaire Spotlight, un gigantesque scandale d'abus sexuels dans l'église catholique de Boston, révélé par des journalistes qui pensaient n'avoir affaire qu'à quelques cas isolés de prêtres pédophiles. Aujourd'hui, je vous parlerai des échos que trouve l'affaire Spotlight de nos jours et des multiples révélations qu'elle a permis partout dans le monde. Le 23 août 2003, le père Geoghegan est tué dans sa propre cellule par l'un de ses codétenus, qui l'étrangle avant de le piétiner, causant un écrasement de ses poumons, le conduisant à l'asphyxie. Le meurtrier s'appelle Joseph Druce, et il avait lui-même vécu des viols étant petit. Au procès, il plaidera la folie, mais beaucoup voient évidemment dans son cas le désir de venger des traumatismes qu'il avait subis dans son enfance. À ce jour, on ne sait toujours pas si les gardiens ont d'une manière ou d'une autre facilité le geste de Druce. Toujours est-il qu'à 68 ans, le père John Geoghegan meurt dans des circonstances troubles. Pour les associations des victimes, qui s'expriment par la voix de leur porte-parole,
c'est la fin sordide d'une histoire sordide. Les révélations du Globe ont permis à des centaines de victimes de briser le silence dans lequel elles s'étaient murées par peur de ne pas être crues ou par honte, justement, de l'être. Dans les années qui suivirent, partout dans le monde, des dizaines de prêtres furent condamnés, forçant le pape Jean-Paul II puis ses successeurs à reconnaître l'ampleur effrayante du phénomène et son caractère systémique. Après des années d'impunité dans l'Église, les choses commençaient enfin à changer. Cette année-là, la compétition réunit ce qui se fait de mieux à Hollywood. Dans la catégorie meilleur film, Steven Spielberg et Ridley Scott présentent respectivement Le Pont des Espions et Le Martien, tandis que Le Revenant, porté par la prestation extraordinaire de Leonardo DiCaprio, fait aussi figure de favori. La voix posée et le sourire tranquille malgré les enjeux, le très respecté Morgan Freeman se présente, rappelle le nom des 8 films nommés, puis... And the Oscar goes to... Spotlight. Le 28 février 2016, le film Spotlight, qui relate l'enquête du Boston Globe, remporte l'Oscar du meilleur scénario, puis triomphe dans la catégorie reine, celle du meilleur film. C'est peu de choses de dire que ce succès est mérité. Spotlight évite avec brio les pièges posés par son sujet. Le film n'occulte pas la moindre information concernant le scandale, sans pour autant jamais tomber ni dans le pathos ni dans le voyeurisme, exposant la responsabilité dramatique de l'Église sans pour autant basculer dans un propos manichéen. Afin de coller au plus près du ton journalistique qui se doit d'être impartial, d'informer et non de juger, le réalisateur Tom McCarthy a fait le choix d'une esthétique incroyablement sobre. Priorité au récit. Les 4 journalistes de la véritable enquête, consultés pendant l'écriture comme pendant le tournage, sont incarnés par un casting 5 étoiles allant de Michael Keaton à Rachel McAdams, en passant par Mark Ruffalo et Stanley Tucci. Plébiscité par les critiques et le public, Spotlight devient un classique instantané. Il permet d'aborder à nouveau le problème des abus sexuels dans l'Église, qui reste encore malheureusement d'actualité dans de nombreux pays, y compris la France. En 2019, la Conférence des évêques de France initie la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, plus connue sous le nom de Commission Sauvé, d'après le nom de son directeur, Jean-Marc Sauvé. 12 hommes et 10 femmes plongent dans les archives de l'Église, rencontrent des victimes et recueillent des témoignages. 2 ans plus tard, quand ils rendent leurs conclusions publiques, celles-ci s'avèrent une fois encore épouvantables. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. On se retrouve tout de suite après. Il se présente au pupitre comme il l'a fait des centaines de fois pendant ses 40 ans de carrière. En ce 5 octobre 2021, Jean-Marc Sauvé, 72 ans, s'apprête à rendre publiques les conclusions de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, dont il est le président. Ancien préfet, secrétaire général du gouvernement, vice-président du Conseil d'État, sa nomination 2 ans auparavant a fait l'unanimité, y compris dans les associations de victimes. Face à des représentants religieux français et devant un ambassadeur du Vatican, face à des représentants de victimes et devant de nombreux journalistes, il détaille pendant plus d'1 heure le rapport de la commission. Lourd de 585 pages, auxquelles s'ajoutent 2500 pages d'annexes, c'est le fruit d'un travail long de 2 ans. Les 22 membres ont plongé dans les archives de l'Église de 1950 à nos jours, rencontré 243 victimes et lu les témoignages de près de 2000 d'entre elles. Le président rappelle en préambule le caractère inédit de cette enquête dans l'histoire de France, puis s'exprime sans détour. Notre travail a permis d'éclairer de manière approfondie les abus de pouvoir et de conscience dans l'Église, et les abus sexuels qui en ont résulté. Les nombres accablants ne peuvent rester sans suite. Les travaux de la commission confirment d'abord l'ampleur des violences sexuelles dans la société française. 5 millions de personnes majeures en 2021
avaient subi des violences sexuelles avant leur majorité. Selon la commission, les violences exercées dans l'Église représentent quant à elles 4% des violences sexuelles en France depuis 1950. Le rapport établit à plus de 216 000 le nombre de victimes de prêtres, religieux ou religieuses. Cela fait de l'Église catholique, après les cercles familiaux et amicaux, le milieu où la prévalence des agressions est la plus élevée. Et ce, devant l'école, le sport extrascolaire et les colonies de vacances. Pour Jean-Marc Sauvé, le verdict est sans appel. Le rapport reconnaît la responsabilité de l'Église dans ce qui s'est passé. Il y a eu des responsables religieux qui n'ont pas dénoncé et qui ont même exposé des enfants à des risques en les mettant en connaissance de cause, en contact avec des prédateurs. Cette mise en cause claire et directe de l'institution n'est pas sans rappeler certains éléments clés de l'affaire Spotlight aux États-Unis. Le rapport Sauvé établit en effet que jusqu'au début des années 2000, l'Église française faisait preuve d'une indifférence profonde et cruelle à l'égard des victimes, qui n'étaient à cette époque-là pas crues ni entendues, et même accusées d'avoir contribué à ce qui leur est arrivé. Rarissimes étaient les cas où les victimes étaient indemnisées, et si c'était le cas, c'était toujours en l'échange de leur silence absolu. Devant cette horreur, le président de la commission va jusqu'à dire « Les agressions sexuelles sont clairement des œuvres de mort et portent une atteinte grave au 5e commandement, tu ne tueras pas. » Après de longues minutes à exhumer le passé, Jean-Marc Sauvé exhorte donc les instances religieuses à prendre le problème à bras-le-corps dans le présent. Il ne peut y avoir d'avenir commun sans un travail de vérité, de pardon et de réconciliation. Depuis 2021, l'Église catholique en France, mais aussi dans le reste du monde, a fait évoluer un certain nombre de ses pratiques. Des fonds d'indemnisation ont été créés. La formation de tous ceux qui dans l'Église interviennent auprès des jeunes a été revue pour mieux prévenir de nouvelles agressions. Et cela fait maintenant plusieurs années que les évêques ont l'obligation de signaler à la justice tout abus qui viendrait à leur connaissance. Les choses semblent donc être en train de changer. Peut-être encore trop lentement pour certains, mais semble-t-il sûrement. Preuve que le courage des victimes qui ont osé prendre la parole a fini par avoir l'impact tant attendu. Le relais des journalistes doit également être salué. En interview il y a quelques années, Martine Baronne, l'instigateur de l'enquête Spotlight, qui fut la première à porter publiquement le problème des abus sexuels dans l'Église jusqu'au Vatican, rappelait en ces mots que c'est la responsabilité d'un journal que d'alerter sur les dérives des institutions de notre société. Et plus grande est l'institution, plus grande est la responsabilité. Merci d'avoir écouté cette saison des Fabuleux Destins, écrit par Clément Prévost, réalisé par Matthew Rock. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et des étoiles sur votre appli de podcast préféré.